Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Late and Smart, le talk du soir de Bismart consacré à l'actualité économique du moment. Au sommaire de cette émission, Renault compte bien peser sur le PIB français cette année. Ce sont les mots de son directeur général, 8 milliards d'euros par an, très exactement, grâce notamment à son pôle de production de voitures électriques. Une ambition non négligeable, alors que le groupe annonçait au mois de février une perte nette de 8 milliards d'euros aussi l'an dernier. Également ce soir, les chiffres fous de la dette mondiale. Nous nous pencherons sur la situation des 35 pays les plus actifs sur le marché obligataire. Leur dette a quasiment été multipliée par 4 en 25 ans. Nous parlerons évidemment de la France, où celle-ci a augmenté de 274% depuis 1995. Enfin, dans cette émission, une proposition choc, celle du vice-président délégué du groupe Les Républicains, Guillaume Pelletier. Il veut augmenter les salaires de 20%, une mesure intégralement financée par un micro-prélèvement de 2% sur les transactions financières et les paiements électroniques. Fausse bonne idée, nous verrons ce qu'en pensent nos invités. Ils sont deux à nous accompagner ce soir. François Ecal, président de FIPECO. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner. Et Thierry Herbretot, président de l'ETI Peters Surgical. Bonsoir. Je le prononce bien ? Oui, Peters Surgical. Surgical. Absolument. Merci beaucoup d'être avec nous. On commence comme chaque soir cette émission donc avec l'apéritif du jour. Comme chaque soir, en préambule à nos débats, zoom sur un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, les annonces du directeur général de Renault. Nous allons créer de la valeur en France, a-t-il affirmé. Une création de valeur qui pourra représenter 8 milliards d'euros par an, grâce notamment à son pôle de production de voitures électriques dans le Nord, le plus grand d'Europe selon lui, mais aussi grâce à des activités de pointe pour les véhicules à hydrogène. Cet objectif, Thierry Herbretot, vous semble-t-il trop ambitieux, alors que je le disais en préambule, le groupe a perdu ce même montant de 8 milliards d'euros en 2020 ? Alors, je voudrais dire d'abord que c'est très bien d'avoir de l'ambition aujourd'hui, dans une période un peu compliquée, morose, et afficher une ambition comme celle-là, c'est toujours rafraîchissant. Maintenant, ce qui est encore mieux, c'est d'accompagner la transition écologique. Parce que je pense que c'est la mise en place d'un pôle électrique et hydrogène, j'ai bien compris. Et ça, c'est tout à fait dans l'air du temps, non seulement l'air du temps, mais il faut que les grands groupes s'engagent, comme les entreprises. Maintenant, est-ce que Renault peut y arriver ? J'ai pas d'avis dessus. Simplement, il va y avoir besoin de grandes transformations, puisqu'on sait que Renault est en difficulté aujourd'hui. Mais afficher cette ambition-là, je pense que ça donne beaucoup d'espoir pour le secteur. Et surtout, ça permet de reconnaître qu'en France, on a aussi beaucoup de compétences. Parce que c'est des domaines qui demandent énormément de compétences d'ingénieurs. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une alliance entre sociétés françaises pour créer ce pôle. Et ça, je pense que c'est très positif. Après, le montant, quand, je ne sais pas. Ouais, c'est une bonne nouvelle selon vous pour un fleuron comme ça de l'industrie française d'avoir ce type d'ambition ? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'indéniablement, on a besoin d'avoir cette ambition de français d'abord, d'entreprises françaises qui travaillent avec d'autres entreprises, parce que ce n'est pas tout seul, il y a tout un écosystème qui se met en place, et tirer profit des atouts de la France. Je pense que c'est aussi un message de confiance, d'optimisme, même si ça va demander une transformation forte, mais je trouve que c'est très très bien d'avoir cette ambition. François Ecal, est-ce qu'on avait pris trop de retard peut-être sur les questions de voitures électriques, d'hydrogène, de voitures autonomes, toutes ces technologies de pointe qui vont dans le sens en effet de la transition écologique? On avait pris un peu de retard? Alors, si vous permettez, je vais peut-être d'abord faire une observation technique sur les chiffres que vous indiquez. Oui, 8 milliards d'euros, vous avez quelque chose... les téléspectateurs comprennent, oui. Parce que le directeur général de Renault parle de contribution au PIB, au produit intérieur brut. Tout à fait. Le produit intérieur brut, c'est en effet la somme de toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises. Donc, Renault contribue aujourd'hui, comme toujours, au produit intérieur brut, comme toutes les entreprises, comme vous déjà. Alors, il faut comprendre aussi, donc, à travers sa valeur ajoutée. La valeur ajoutée d'une entreprise, c'est la différence entre ce qu'elle produit, ce qu'elle vend et ce qu'elle achète comme marchandises, services à d'autres entreprises. Mais la valeur ajoutée, c'est pas la même chose que le résultat comptable. Quand vous comparez,
comparer les 8 milliards de valeur ajoutée de Renault à 8 milliards de pertes, les 8 milliards de pertes, c'est la perte comptable. Et entre la valeur ajoutée et le bénéfice ou la perte comptable, il y a par exemple les dépenses de personnel. Il y a les impôts, il y a l'amortissement des immobilisations, il y a les frais financiers, etc. Donc il y a des tas de choses. Donc les 2,8 milliards ne sont pas directement comparables. Et donc pour apprécier l'ambition de Renault, il faudrait savoir quelle a été sa valeur ajoutée, disons avant la crise, en 2019. Je ne sais pas si c'était 8 milliards ou 7 milliards ou 9 milliards. Donc cet objectif d'ailleurs de 8 milliards s'accompagne aujourd'hui de 2 milliards d'économies. Il peut y avoir, ça peut être compatible avec 2 milliards d'économies. Il peut y avoir 2 milliards d'économies, par exemple, sur les achats aux fournisseurs de Renault et malgré tout une augmentation de la valeur ajoutée. Donc c'est difficile d'apprécier le caractère ambitieux. Maintenant, pour répondre à votre question sur le véhicule électrique, si en effet c'est lié au fait que Renault va avoir, comme ils le disent, la première usine, la principale usine européenne de construction de voitures électriques, c'est une très bonne nouvelle. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Thierry Breton, sommes-nous en train de vivre une révolution industrielle dans le monde de l'automobile? Oui, absolument. Et cette révolution industrielle, d'abord, l'automobile a connu beaucoup de révolutions industrielles. C'est une industrie qui, pour ça, se transforme en permanence. Qui évolue en permanence. En permanence, et ce sont des cycles longs, en plus. Mais moi, je trouve que dans cette annonce, à nouveau, quels que soient les éléments chiffrés, je suis moins expert pour le juger, je pense que ça montre aussi qu'il y a une vraie ambition française. Et qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui entre le Made in France, la production en France, le relocaliser, et de renforcer l'industrie française. Là, il y a un choix d'un domaine à valeur ajoutée. Et je pense que c'est bien. Nous-mêmes, chez Peter Surgical, on est un peu concernés par ce sujet, même beaucoup, puisqu'on est un ETI industriel. Et on fait des choix là où la France a des atouts, et des atouts pérennes et durables. Et ça, je pense que c'est le message aussi qui est passé avec tout un écosystème qui va se créer. Donc, quels sont les atouts de Renault, justement, selon vous, ou en tout cas de l'automobile en France? Alors, sur quoi on a quelque chose à jouer? Clairement, l'ingénierie. Enfin, il y a une vraie compétence d'ingénierie en France, reconnue. Et ça, c'est indéniable. On voit des sociétés, Renault, Peugeot, Citroën, qui sont des sociétés qui innovent. Alors après, il y a aussi, à côté de l'innovation, le financement de l'innovation et la capacité à le réaliser par rapport à les concurrents. Parce que l'électrique et l'hydrogène, il n'y a pas que Renault qui le dit. Il y a beaucoup de sociétés qui le disent dans le monde. Donc, quelle va être la capacité ça, Renault parle de rajouter de la valeur ajoutée en France. Oui. Je pense qu'on parle aussi de concurrencer les grands Américains ou les grands Chinois. Forcément. Ou les grands Allemands. Les Allemands sont très très forts. Il y aura plusieurs choix. Il y a le choix d'être plus compétitif sur certaines productions qui ne sont pas forcément en France, parce que c'est déjà le cas. Et il y a certainement aussi la capacité à mobiliser en France des compétences qui sont là à forte valeur ajoutée. Et moi, je suis plutôt d'accord là-dessus. Il faut un débat qu'on discerne. On a tendance à dire tout Made in France. On ne peut pas. Il faut choisir ses combats. Et c'est là l'annonce qui a été faite. Et je suis plutôt supportif d'une annonce comme celle-là parce que ça mobilise les compétences françaises au niveau européen. Parce que je pense qu'on doit parler du niveau européen aussi dans un sujet qui est majeur. Majeur pour la numérisation, majeur pour la croissance de la société, majeur pour la formation des équipes. On est plus dans la concurrence européenne, selon vous, concurrence mondiale? C'est une concurrence mondiale. Y a pas, dans le domaine de l'automobile, la concurrence, elle est mondiale. Elle est aussi avec les Américains, les Chinois, les Japonais, etc. Et les alliances qui se font sont internationales. Renault est associé maintenant à Fiat, à Chrysler, un Peugeot, STMI Electronics, et à Nissan. Et Nissan, j'allais oublier. Voilà. Donc ce sont des alliances. Non, pardon. Ah oui, je confonds. Non, Peugeot avec Peugeot et Fiat et Chrysler et Renault avec Nissan. Donc c'est international. Que manque-t-il en France, selon vous, pour vraiment développer la voiture électrique et débloquer ce développement de la voiture électrique, François Eckel? Je pense qu'on a les compétences. Les obstacles, ils sont assez connus. C'est le fait que le principal composant des voitures électriques, c'est les batteries. C'est là où va se retrouver la plus grande part de valeur ajoutée. Et les batteries, elles ne sont pas fabriquées en Europe pour le moment. Elles sont surtout fabriquées en Chine et dans les pays d'Asie. Donc il y a des projets gouvernementaux franco-allemands un espèce d'Airbus des batteries, comme on dit parfois. Donc, mais pour le moment, ce ne sont
que des projets. Donc j'espère que ça va marcher, mais c'est pas gagné d'avance. Il y a un autre composant très important maintenant dans toutes les voitures, qu'elles soient électriques ou pas, c'est les composants électroniques. Et là encore, on en parle aussi dans les médias ces derniers temps. Parce qu'on parle de pénurie. On parle de pénurie, en effet, de composants de puces électroniques qui sont encore fabriqués en Asie, en Chine, à Taïwan, etc. Donc, il y a peut-être une carte à jouer sur la dépendance chinoise là-dessus. Est-ce qu'on va être capable, en effet, de récupérer cette partie de la valeur ajoutée d'une voiture? Il faut l'espérer, mais c'est pas gagné. Un mot, Thierry Herbreteau, je ne sais pas si vous avez envie de réagir là-dessus, sur cette dépendance chinoise. Oui, alors la dépendance en général. Là, on parle de la dépendance dans le domaine automobile. Alors, il y a toute la question de la souveraineté aujourd'hui. Et on est bien placé dans le domaine médical pour le savoir et militer pour. Maintenant, là encore, il faut choisir les sujets sur lesquels on peut avoir une moindre dépendance, parce qu'il reste aujourd'hui des fournisseurs dans le monde qui ont une expertise très, très, très claire, qui ont remplacé les expertises qui sont parties. Donc, ça ne se passera pas du jour au lendemain, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que nous a appris la pandémie, en tout cas au niveau des entreprises, c'est qu'il fallait limiter les risques. On a connu tout d'un coup un risque majeur d'approvisionnement, de transport et autres. Donc, on ne peut pas repartir en se disant, c'est comme avant, on va être dépendant des autres. Ça, oui, c'est un vrai sujet. C'est un sujet long, puisque souvent, un fournisseur, non seulement c'est la qualité, mais c'est l'enregistrement, la réglementation. Donc, c'est des choix très, très lourds, très longs. C'est du long terme. Donc là, il faut être encouragé à long terme pour le faire. Mais c'est un vrai sujet, vrai sujet. Et je parlerais plutôt d'une dépendance et d'un marché européen, parce que c'est plus compliqué si on raisonne français. Et là, vous le disiez, la batterie, ça va être d'abord totalement un enjeu européen avant d'être un enjeu français, parce qu'on est à la mesure de la taille des Chinois et des Américains, qui ont une taille, il faut le reconnaître, très importante. C'est au niveau européen que ça va se jouer. Au niveau européen. Merci à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On passe tout de suite à notre premier débat. On parle de l'explosion des dettes publiques. Notre premier débat ce soir sera consacré aux chiffres fous de la dette mondiale. La dette publique, on l'a dit ces dernières semaines, s'est considérablement alourdie avec la crise sanitaire, mais elle avait commencé à gonfler depuis longtemps déjà. La dernière étude de la société de gestion Janus Anderson revient sur l'envolée spectaculaire de ces 25 dernières années. Les 35 pays les plus actifs sur le marché obligataire mondial ont vu leur dette multipliée par 4 en 25 ans. Pour rappel, en 1995, la dette représentait 59% du PIB mondial, 70% en 2019 pour atteindre le pic historique de 84% en 2020. Et un paradoxe, une dette publique historiquement élevée, mais un financement de la dette qui n'a jamais été aussi bon marché. François Ekal, c'est important de remettre la dette en perspective de ces 25 dernières années, vous trouvez ? Oui, bien sûr que c'est important. Ça permet en effet d'avoir de la perspective. Bon, il faut se méfier des comparaisons de dette entre pays, parce que tous les pays en fait n'ont pas la même définition de la dette publique. Nous avons une définition qu'on appelle au sens du traité de Maastricht. Évidemment, pour des Japonais et des Américains, le traité de Maastricht, ça n'a pas de sens. Donc, avec notre définition, en fin 2019, on avait une dette de presque 100% du PIB, 98%. Mais si on appliquait la définition américaine ou japonaise, on serait déjà à 130% du PIB. Bon, après, ce que montre l'étude est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion des dettes dans l'ensemble des pays développés et des pays émergents, d'ailleurs, depuis 20-25 ans, au fur et à mesure des crises. D'ailleurs, on voit elles augmentent pendant les crises. Et puis après en général, 2008, on a un plateau où elles ralentissent dans certains pays, puis elles réaugmentent après la crise suivante. Bon, aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. C'est pas vrai dans tous les pays. En fait, il y a deux catégories de pays dans le monde. Il y a des pays qui peuvent s'endetter dans leur propre monnaie et des pays qui sont obligés de s'endetter dans une monnaie étrangère. Si vous êtes obligé de vous endetter dans une monnaie étrangère, en dollars par exemple, c'est le cas de quasi la totalité des pays pauvres et une bonne partie des pays émergents, une bonne partie des pays émergents. À ce moment-là, on a parlé du Chili, l'Argentine, c'est extrêmement difficile. Ces pays sont aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile parce qu'il faut qu'ils
qu'ils empruntent à l'étranger. C'était le cas de la France avant la création de l'euro. L'euro est une quasi-monnaie nationale, mais avant la création de l'euro, la France était obligée à l'emprunter non pas en francs, parce que personne, enfin j'exagère un peu, mais les étrangers, on ne voulait pas nous prêter en francs, donc la France empruntait en dollars. Et il y a un moment où ça a été, au début des années 80, ça a été très difficile d'emprunter en dollars. Donc pour tous ces pays-là, c'est très difficile. L'avantage des pays qui peuvent emprunter dans leur propre monnaie ou dans leur quasi-propre monnaie, comme l'euro pour nous, c'est que cette monnaie, elle peut être, je dirais, les États peuvent obtenir des prêts de leur banque centrale. Donc aujourd'hui, nous nous finançons très facilement en France, dans la zone euro, mais aussi aux États-Unis, au Japon, parce que les banques centrales prêtent aux États et leur permettent d'emprunter très facilement à des taux d'intérêt très faibles. Maintenant, on ne peut pas considérer que ceci va durer éternellement. Un jour ou l'autre, surtout en particulier, en fait, si l'inflation repart, alors on ne sait pas si l'inflation va repartir bientôt, les économistes sont divisés, mais on ne peut pas exclure qu'elle reparte un jour, et le mandat de toutes les banques centrales, de la BCE comme de toutes les autres, c'est de lutter contre l'inflation. Et pour lutter contre l'inflation, en fait, elles ont toutes les mêmes instruments, c'est remonter les taux d'intérêt et réduire leurs créances sur le reste de l'économie, y compris sur les États. Donc le jour où l'inflation repartira, les banques centrales remonteront les taux d'intérêt et réduiront le financement des États. Donc ce jour-là, il faudra faire appel au marché privé et ça risque d'être beaucoup plus difficile. Une dette publique mondiale multipliée par 4 en 25 ans, l'environnement des investisseurs obligataires est forcément bouleversé. De quelle manière, François Ekal? Expliquez-nous. Le problème des investisseurs obligataires, c'est qu'ils ont des obligations qui leur rapportent beaucoup moins, quasiment rien, des taux négatifs parfois, donc ils sont obligés de payer pour prêter aux États. Donc le problème de cette politique monétaire, en fait, puisque à l'origine, c'est l'intervention des banques centrales qui est à l'origine de ces taux très bas, le problème, c'est que les investisseurs sont incités à chercher du rendement sur des actifs beaucoup plus risqués. Alors il y a les actions, il y a l'immobilier, etc. Et ceci peut se traduire par la formation de bulles spéculatives. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont aller investir en actions parce que ça rapporte, il y a un peu de rendement quand même, il y a des dividendes dans l'immobilier parce que les loyers sont relativement inertes. Et donc dans tous les pays du monde, ça se traduit par une augmentation des prix de ces actifs, donc avec le risque de création de bulles qui peuvent un jour exploser. Et un problème, peut arriver sur la dette ? Bien sûr, et un problème d'inégalité aussi. C'est-à-dire les inégalités de patrimoine aujourd'hui sont renforcées parce que les gens qui avaient des actions dans leur portefeuille parce qu'ils en ont hérité ou parce qu'ils en ont acquis dans le passé, ou de l'immobilier, voient la valeur de ces portefeuilles d'immobilier ou d'actions augmenter tout seul parce que y a de plus en plus de gens qui veulent en acheter parce que c'est le seul endroit où on trouve un minimum de rendement avec des risques. Et en effet, le risque, c'est qu'un jour, tout d'un coup, pour je ne sais quelle raison, les marchés financiers se disent le marché des actions est trop élevé compte tenu des perspectives de croissance ou le marché de l'immobilier, puis tout d'un coup, tout le monde pense la même chose, et à ce moment-là, c'est comme ça qu'une bulle éclate. Thierry Herbretot, on le disait, les taux sont historiquement bas. Cette remontée, par contre, des taux est-elle inévitable, selon vous ? Alors, je voudrais d'abord dire... Ils vont finir par remonter. Alors, je n'ai pas vraiment de réponse à la question, mais je voudrais d'abord dire que c'est très heureux que les banques centrales se soient entendues pour injecter l'argent dès la prise du Covid-19. C'est au moins ce qu'on a appris de la crise 18-19, c'est que là, il y a une mobilisation générale. Il fallait une crise qui était majeure, elle aurait pu être systémique. Il a fallu que l'argent soit injecté dans le système. Les banques centrales jouent le jeu. Le FMI aujourd'hui dit qu'il faut continuer d'injecter, continuer de relancer l'économie. Et donc, c'est un état de fait. C'est une bonne chose. Maintenant, on ne peut pas imaginer qu'il n'y aura pas un moment où effectivement il faudra rembourser. Et un des éléments du remboursement, c'est forcément le niveau des taux d'intérêt. Et là, on entend effectivement, vous le disiez, des avis d'économistes partagés sur la question. Donc, je ne suis pas expert économiste dans le domaine-là, mais je me dis que je fais confiance à ce qui s'est passé pour se mobiliser, pour ne pas laisser tomber le système dans son ensemble. Je fais confiance qu'on aura une transition qui nous permettra de revenir à un état plus normal. Mais la dette publique m'inquiète, mais la dette privée m'inquiète tout autant. Parce qu'on oublie que les sociétés sont très endettées également. Donc, c'est un sujet général
public-privé, je ne sais pas d'ailleurs s'il est très différent, mais c'est le même sujet. Et il y aura forcément une période de transition, mais il y aura aussi une période de normalisation. Il va falloir retomber sur ses deux jambes et s'assurer que c'est équilibré. Autrement, on ne peut pas avoir une dette in fine pour tout le monde. François Ekal, vous avez un peu abordé la question, mais vous n'y avez pas répondu. Combien de temps les banques centrales, selon vous, vont-elles pouvoir maintenir ces taux historiquement bas? Non, mais peut-être que vous... Voilà. Mais c'est la question qu'on se pose. Mais si, en fait, je vais reprendre. Ce qui va déclencher la remontée des taux d'intérêt, c'est l'inflation. C'est le retour éventuel. Tant qu'il n'y a pas d'inflation, ça va continuer. Les banques centrales ont toutes des cibles d'inflation. Donc, en général, c'est 2% d'inflation. Elles ont toutes dit qu'elles accepteraient que cette cible soit dépassée pendant quelques temps. Donc les banques centrales ne vont pas réagir. L'inflation est en train aujourd'hui, déjà en Allemagne, est quasiment à 2%. Donc la BCE ne réagira pas. Elle l'a dit, ne réagira pas. Et il faudra que cette cible de 2% soit dépassée pendant un certain temps. Les banques centrales ne disent pas combien de temps. Elles sont toujours très mystérieuses, les banques centrales. Hein. Donc voilà. Mais pendant un certain temps, si c'est dépassé, à ce moment-là, elles commenceront à réagir en remontant leur taux d'intérêt. Donc je ne sais pas quand ça va avoir lieu parce qu'en effet, les économies sont assez divisées sur les prévisions d'inflation. Est-ce que le changement majeur, selon vous, est-il que les banques centrales détiennent elles-mêmes de plus en plus de dettes d'État? C'est aussi ce qu'on retient de cette étude. Ah mais bien sûr, mais ça n'existait pas, quasiment pas avant la crise de 2008-2009. Ça correspond à ce qu'on appelle les politiques monétaires non conventionnelles. Dans le cadre des politiques monétaires conventionnelles, les banques centrales ne prêtaient pas aux États, elles ne prêtaient qu'aux banques et en plus pour des durées extrêmement courtes, avec de très bons collatéraux, comme on dit, etc. Et à partir de la crise de 2008-2009, progressivement, toutes les banques centrales des grands pays de l'OCDE se sont mis à prêter à des horizons beaucoup plus lointains, à des taux beaucoup plus bas, avec des collatéraux de moins bonne qualité, et puis surtout se sont mis à acheter des obligations d'État. Donc ça ne remonte qu'à il y a une dizaine d'années. Hein. Thierry Breton, ça fait partie des changements majeurs justement sur cette dette publique, c'est l'investissement des banques centrales justement dans cette dette. Tout à fait. Alors la question que je me pose, parce que je n'ai pas la réponse, c'est de me demander s'il n'y a pas des pays qui ne vont pas utiliser ça comme un avantage compétitif. On voit que les États-Unis profitent de cette capacité d'endettement de façon phénoménale, avec d'ailleurs un débat sur les montants qui ont été engagés par Joe Biden récemment, avec cette question peut-être de la surchauffe. Donc est-ce que les pays qui vont en profiter le plus ne vont pas être ceux qui vont être les premiers à en profiter, que les autres ne vont pas être à la traîne et ne vont pas, à un moment donné, récolter les pots cassés? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est un sujet qui est mondial ou c'est un sujet où finalement les plus grands vont pouvoir en profiter? Mais ça, je ne sais pas. Je retourner vers un avis sur la question, pour vous poser la question. De toute façon, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les pays pauvres et émergents vont souffrir énormément. Parce qu'ils sont obligés d'emprunter dans d'autres monnaies. Voilà, et donc ils n'ont pas cette possibilité d'avoir une banque centrale, ou alors si, ils ont parfois une banque centrale qui est sous le contrôle des États et qui inonde le pays de monnaie, mais d'une monnaie qui est complètement dévaluée. Si vous avez des pays comme le Venezuela, où l'inflation atteint 1000%, la monnaie vénézuélienne ne vaut strictement rien, c'est la catastrophe. Donc, si on met à part ce genre de situation, malgré tout, la plupart de ces pays sont dans une situation très très difficile. Après, les États-Unis, c'est aussi un autre cas à part. Les États-Unis ont un privilège qui est le privilège du dollar, d'avoir une monnaie qui est la monnaie de réserve mondiale. Ça, c'est lié aussi à leur statut géopolitique. Et puis vous le disiez, leur dette publique n'est pas calculée de la même manière que la nôtre. Oui, mais même, elle est quand même très élevée, hein, même si on la calculait comme une des augmentations les plus impressionnantes est celle de la dette américaine. C'est ce que nous dit l'étude, 443% en 25 ans, quasiment 2 fois plus vite que celle du reste du monde. Non, mais elle a aussi augmenté. Non, les résultats sont... Il n'y a pas de doute sur les résultats. Elle a aussi très, très fortement augmenté. Elle est très importante. Mais il faut bien voir que, je dirais, pour donner un exemple, derrière la capacité des États-Unis à s'endetter, elle est liée à la force du dollar. Et la force du dollar, elle est liée au fait
que les États-Unis ont 12 porte-avions nucléaires. Je vais vous donner un exemple. Ils ont une force politique, militaire, etc., qui fait que tout le monde ira placer son argent en dollars, parce qu'il y a une confiance inébranlable. Alors peut-être exagérée d'ailleurs, parce que quand on voit ce qui se passe en Chine, etc., et quand on se dit que d'ici 10, 20 ans, 30 ans, la Chine aura dépassé sur le plan économique les États-Unis, il n'est pas totalement évident que ce statut des États-Unis reste le même éternellement. Il faudrait bien de faire attention. Mais pour le moment, c'est comme ça. Et de quelle manière ça les rend plus vulnérables, les Américains, d'engranger autant de dettes, François Heckel ? Ah mais aujourd'hui, ils ne sont pas plus vulnérables. Ils seront plus vulnérables le jour où les épargnants mondiaux se diront que finalement, aller placer son argent en Chine est plus prudent que d'aller le placer aux États-Unis, parce que le leader mondial dans 20 ans, ça ne sera plus les États-Unis, ça sera la Chine. Le coût de la dette c'est le seul risque pour les États-Unis. Il est là. Le coût de la dette est plus élevé, François Heckel, aux États-Unis? Les taux d'intérêt sont différents? Il est légèrement plus élevé, oui, aujourd'hui, mais ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. On va parler du cas français. 2800 milliards d'euros de dette, la France ressort comme le plus gros emprunteur d'Europe. Faut-il s'inquiéter véritablement, Thierry Herbretot? Je pense que Est-ce que c'est notre culture, c'est la culture française, oui, et comme vous dites, il faut profiter de ce moment finalement pour... La France ne fera jamais défaut, enfin, c'est difficile, on s'est posé la question de la Grèce qui fasse défaut, mais ce n'est pas dans les mêmes proportions, de l'Italie. Mais bon, on a effectivement une organisation des fonds en France, public-privé, mais surtout public, qui font qu'on a toujours été emprunteur. La vraie question, c'est est-ce qu'on aura cette capacité à rembourser, notamment sur les dépenses publiques? Est-ce qu'il y aura à un moment donné un resserrage des dépenses publiques, une certaine discipline qui fera qu'on sera capable de rembourser? C'est le vrai débat, en fait. Mais je pense que la France, elle a cela dans son mode intrinsèque de fonctionnement. Il est un peu plus encore exacerbé aujourd'hui, mais pas beaucoup plus que les autres. Je crois qu'on n'est pas en train d'en abuser, si je ne me trompe pas, en termes de comparaison par rapport aux autres pays. C'est plus la dépense publique à terme, comment elle est gérée, comment elle est contrôlée, quels sont les choix qui sont faits. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Ce sont les grands enjeux au moment où il faudra en effet la rembourser, cette dette. C'est dans notre culture française, comme dit Thierry Herbretot, de dépenser beaucoup en France. Ah oui, c'est dans notre culture. Si vous lisez l'Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville, vous verrez que c'était déjà notre culture avant la Révolution, que les Français demandaient plus de réglementation, plus de dépenses publiques, déjà sous l'Ancien Régime. Ça a toujours été comme ça continue, et je pense que ça va durer encore. Oui. Le paradoxe, c'est que les États-Unis dépensent beaucoup actuellement, c'est ce que vous disiez. En France, on dit qu'on est un peu plus frileux, peut-être, en Europe. Il faut se méfier des comparaisons, là encore, entre l'Europe et les États-Unis. En temps normal, les États-Unis ont des dépenses publiques qui sont bien plus faibles que celles des pays européens. Et donc nous, économiquement, nous avons des dépenses publiques beaucoup plus importantes et qui donc jouent un rôle les économistes appellent ça un rôle de stabilisation de la conjoncture, qui est mécaniquement beaucoup plus important qu'aux États-Unis. Donc on a toujours vu pendant les périodes de crise, les États-Unis prendre beaucoup de mesures de dépenses nouvelles ou de baisse d'impôts temporaires, parce que ce sont des dépenses temporaires, pendant les périodes de crise, et puis après, ils reviennent à une situation plus normale, où ils ont des dépenses publiques qui sont beaucoup plus faibles. Donc, quelque part, c'est normal que ce qu'on appelle les plans de relance américains soient aujourd'hui beaucoup plus importants que dans les pays européens. Après, on peut peut-être en faire un peu plus en Europe, ça c'est possible. Moi, je pense qu'on pourrait en faire un peu plus, à condition que ce soit des mesures temporaires. Parce que je pense qu'à long terme, il faudra reprendre le contrôle de la dette publique. On ne peut pas compter indéfiniment sur le financement de la Banque centrale. Donc un jour ou l'autre, il faudra stabiliser notre dette publique, et donc il ne faut pas, je dirais, engager l'avenir par des mesures durables, des baisses d'impôts durables ou des dépenses qu'on va reconduire chaque année. En revanche, faire aujourd'hui des dépenses comme on le fait avec le fonds de solidarité en faveur des entreprises, des dépenses ponctuelles pour aider les entreprises et les ménages, et comme le font les États-Unis, on pourrait en faire plus, oui. On peut en faire plus, on doit en faire plus, c'est un peu ce que vous disiez aussi, Thierry Herbretot. Oui, je pense d'abord, on en fait, on en fait réellement, mais je pense qu'on pourra en faire plus au niveau de l'Europe, parce que ça va vraiment être une compétitivité de zone entre les États-Unis, l'Europe et la Chine, notamment, et l'Europe doit se positionner. Alors,
la France, c'est un petit peu genre un peu compliqué parce que quand on fait des choses, c'est en général vécu comme étant acquise. Donc il faut à un moment donné les lâcher à nouveau et revenir en arrière. Mais c'est peut-être plus culturel. Il y a aussi un élément culturel. On parlait des États-Unis. Les États-Unis sont habitués à des mouvements assez brutaux. D'ailleurs, ils ont beaucoup licencié pendant la crise. Là, ils repartent très rapidement. En France, oui, parce que François Heckel parlait de stabilisation de l'économie en France. Aux États-Unis, c'est plus une politique de sauvetage. On n'a pas beaucoup aidé pendant la crise, mais par contre, quand on intervient, on intervient et on redémarre très vite. C'est culturel, c'est difficile à comparer, mais je pense qu'on pourrait en faire encore plus en France sur des grands programmes d'infrastructures, d'industrie, des filières d'industrie, où on se positionne comme étant des futurs leaders ou des leaders, on fait des choix, et là, il n'y a pas de raison. Mais c'est tout l'enjeu du plan de relance, Thierry Herbretot. On n'en voit pas beaucoup la couleur aujourd'hui en France, pas pour l'instant. Pas encore. On parle de cette dette, on s'endette. L'objectif final, c'est quand même de relancer l'économie. Bien sûr. Derrière ces investissements. Mais bien sûr. Et il y a quand même quelques axes qui ont été lancés. L'axe de la transition écologique, l'exemple de Renault est pas par hasard. L'axe de la numérisation, très importante. Et l'axe aussi du regain de compétitivité de l'industrie, qui est très importante, puisqu'on a vu notre industrie, notamment française, partir totalement. Il reste, je crois, 5500 TI en France, il y en a 13 000 en Allemagne, et on sait que le point de départ, c'était les impôts de production. Ils ont été baissés de 10 milliards, très bien, il faut aller un peu plus loin encore. Mais donc il y a les premiers jalons, mais il faut que ça dure dans le temps, il faut que ce soit lisible, c'est pas du court terme. Si ça change dans quelques années parce qu'il y a une politique économique, fiscale différente, ça va tout bloquer à nouveau. Donc il faut être dans le temps. Et là, il faut garder un tout petit peu du temps pour voir ce que ça va donner comme résultat. François Heckel, si le plan de relance est bien ciblé, on ne se sera pas endetté pour rien? Ah oui, non, si on fait des investissements efficaces, utiles, etc., on ne se sera pas endetté pour rien, bien sûr. Non, mais tout le problème après, c'est en effet de faire des investissements efficaces, utiles, voilà. Ce qui n'a pas toujours été le cas en France. Donc, pour espérer que ça va marcher, oui. Il nous reste une petite minute. J'ai envie d'un peu de vous titiller. Quand on parle de dette, on parle d'annulation de la dette. Forcément, le débat est sur la table. En tout cas, est-il pertinent, selon vous, ce débat, Thierry Herbretot? On va terminer là-dessus. On parle de dette, le débat de l'annulation, pertinent, pas pertinent? Alors, il me reste quelques bases économiques de mes études. Je ne comprends pas le principe de l'annulation de la dette. Il faut bien que quelqu'un le paye. Donc je ne sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais peut-être me retourner vers vous. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire que l'annulation de la dette. C'est comme... Je ne sais pas. J'y crois pas. Je pense qu'il peut y avoir des moments de transition où on parque la dette quelque part, le temps de... Mais l'annulation de la dette, conceptuellement, j'ai du mal à le comprendre. François Heckel, vous le comprenez, vous le trouvez pertinent? Un débat intéressant. Alors d'abord, je pense qu'il faut quand même faire une distinction. Quand les économistes qui aujourd'hui parlent d'annulation de la dette, il s'agit uniquement de l'annulation de la dette due par les États à la Banque centrale. Il ne s'agit pas d'annuler les dettes vis-à-vis des créanciers privés. Là, non. Alors là, il y a un sujet qui est compliqué techniquement. Moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est une mauvaise idée. Et que, voilà. Mais bon, en 30 secondes, c'est difficile à expliquer. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. On passe maintenant à notre deuxième débat de la soirée. Notre deuxième débat ce soir sera consacré à la proposition déjà polémique du vice-président délégué du Parti Les Républicains, Guillaume Pelletier, augmenter les salaires de 20% en supprimant toutes les cotisations sociales pour les salariés comme pour les employeurs. Chaque Français verra alors, a-t-il précisé, son salaire brut devenir son salaire net. Un vrai choc de pouvoir d'achat. La partie polémique porte évidemment sur le financement de cette mesure qui, selon lui, ne coûterait rien et sera intégralement financée par un micro-prélèvement de 2% sur les transactions financières et les paiements électroniques, censé rapporter 540 milliards d'euros par an à l'État. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. D'abord, première question sur la suppression des cotisations sociales pour l'employeur et pour les salariés. Thierry Herbretot, en tant que chef d'entreprise, sur le papier, on y est forcément favorable? Oui, en tant qu'individu, on est toujours favorable à se faire augmenter son pouvoir d'achat. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même une annonce plus de campagne qu'autre chose. Mais bon, toutes les bonnes idées sont à prendre. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit la réponse. Puisqu'on parle d'une épargne qui s'est constituée pendant le Covid-19
Et ce dont on va avoir besoin, c'est que cette épargne serve à consommer et à remettre dans le système une consommation vertueuse qui a faille que les entreprises produisent, paient des impôts et ce système vertueux qui se remet en place. Donc, j'ai du mal à comprendre cette annonce, quel que soit le financement, même si c'est une micro-taxe, vu les montants en jeu, ça sera des montants très importants. Mais le principe même me surprend parce qu'il est avéré que les Français ont une tendance à épargner, alors qu'il y a une épargne de précaution. Mais il faut surtout les inciter à consommer, plutôt qu'à nouveau accroître le pouvoir d'achat. D'ailleurs, on a vu que pendant la crise, et depuis 18 mois, si je ne me trompe pas, le pouvoir d'achat n'a pas baissé, malgré une crise majeure. Donc, est-ce que ce n'est pas là un signe que le sujet est ailleurs, qu'il faut inciter à consommer ? C'est plutôt la question que je poserai. Guillaume Pelletier parle aussi de problèmes de salaire en France. Selon vous, il n'y a pas de malaise sur les rémunérations, notamment sur les milieux de cordée. Il appelle ça le milieu de cordée, la classe moyenne. Ce n'est pas un débat pertinent, ce débat sur les salaires ? Le débat sur les salaires est toujours pertinent parce qu'il y a toujours des grandes inégalités. Donc, et on a notamment un niveau de SMIC qui est, si je ne me trompe pas, bien placé dans la moyenne européenne. Parce qu'au final, c'est quand même le coût du travail qui est en question. C'est le salaire plus les charges patronales, sociales. Et le système qui couvre nos dépenses sociales. On est le pays à le plus de dépenses sociales en pourcentage du PIB dans le monde. On dit toujours la France est 1,30. 1% de la population mondiale, 3% du PIB et 30% des dépenses de PIB qui sont sociales. Donc il faut bien les payer. Donc oui, on est toujours sur cette question de l'augmentation du pouvoir d'achat naturellement, mais la question c'est de savoir si collectivement on peut le financer et si c'est pas le bon sujet finalement. Est-ce qu'il n'y a pas culturellement une tendance en France, quel que soit le pouvoir d'achat, alors pas pour les plus défavorisés bien évidemment, mais pour une certaine partie de la population, d'épargner plutôt que de consommer. Je crois que c'est plutôt ça que l'on voit aujourd'hui. François Eckel, s'agit-il d'une augmentation du SMIC, selon vous, cette proposition ? Non, ça va beaucoup plus loin. Ouais. C'est tous les salaires. Non, c'est gigantesque. Alors, logistiquement, c'est possible ? Comment on imagine une augmentation de 20% de tous les salaires en France ? Non, vous pouvez augmenter les salaires de 20% si vous supprimez en effet toutes les cotisations salariales, la CSG, et en plus, il prévoit de supprimer les cotisations employeurs. Donc, il prévoit en fait de faire disparaître à peu près 500 milliards de cotisations et d'impôts. 500 milliards. Rattrapés par ces 2% de Ce qui permet en effet, si on pouvait faire ça et augmenter les salaires de 20% par un coup de baguette magique, tout le monde serait content. C'est merveilleux. Le problème, c'est qu'il n'a pas trouvé la baguette magique. La baguette magique, c'est une micro-taxe, mais c'est une plaisanterie, de 2%, une taxe de 2% qui va rapporter 500 milliards. Ce qui veut dire que cette taxe, elle va être assise, prélevée sur une base qui doit faire 25 000 milliards d'euros. Ça, c'est arithmétique. Pour trouver 25 000 milliards d'euros, ça veut dire qu'il ne va pas se contenter de taxer vos achats par carte bleue, etc. Il va taxer tous les virements bancaires, tous les prélèvements automatiques. Votre employeur vous fait un virement, 2%. Vous faites un virement à votre conjoint parce qu'il n'a pas le même compte, 2%. Vous contractez un prêt immobilier, votre banque vous fait un virement du montant du prêt, 2%. Vous achetez quoi que ce soit, 2%. Tout, 2%. Donc en réalité, en fait, quand on additionne tout ça, d'abord, ces 500 milliards, in fine, ce n'est pas les banques qui vont les payer, bien sûr. Donc ce sont des ménages et des entreprises. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et in fine, ça va... Guillaume Pelletier parle de choc de pouvoir d'achat, pas du tout. Vous allez les salaires vont augmenter de 20%, ça va être récupéré sous forme de taxes qui vont peser sur la consommation, parce que chaque fois que vous allez consommer quelque chose, vous allez payer en cascade, qui vont peser sur les rémunérations sur le travail, parce que dès que votre employeur vous fera un virement de salaire, paf, vous allez être taxé, et qui va peser sur le capital, parce que dès que les entreprises emprunteront, augmenteront leur capital, paf, elles vont être taxées, tout ça en cascade, etc. Donc au final, tout le monde
monde, globalement, paiera la même chose. Simplement, le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes. Donc, vous allez avoir des effets redistributifs, il va y avoir des gagnants et des perdants dans tous les sens. Personne ne sait d'ailleurs quel va être le bilan redistributif. Vous êtes sûr que ceux qui vont gagner, vous ne les entendrez pas. Ceux qui vont perdre, vous allez les entendre. Ça va être bien pire que tout ce qu'on a pu imaginer avec les taxes carbone, les effets gilets jaunes, etc. Ça va être une catastrophe. Ensuite, ça va induire des tas d'effets pervers. Parce que si chaque fois que vous faites quelque chose par l'intermédiaire d'une banque, vous êtes taxé, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes taxé chaque fois que vous utilisez votre carte bleue, vous allez payer en espèces. Donc on va voir réapparaître le paiement en espèces, le grand retour des espèces. Donc du travail au noir, de la fraude fiscale, tout ce que vous voulez. Vous aurez beaucoup de mal à taxer les opérations avec les pays étrangers, parce qu'il n'y a pas à moins d'imaginer un contrôle des capitaux, et même la Chine n'y arrive pas, donc vous aurez beaucoup de mal. Donc en fait, il y a des tas d'opérations qui vont se faire à l'étranger. Bon, vous allez ensuite privilégier les grandes banques ou les grandes entreprises, parce qu'elles sont intégrées. Si vous faites un virement à quelqu'un d'autre qui sera dans la même banque, ça ne sera pas taxé probablement parce que ça sera à l'intérieur de la banque. En revanche, si vous faites un virement à votre conjoint, même à votre conjoint qui est dans une autre banque, ça sera taxé parce qu'il sera dans une autre banque et à ce moment-là, ça se verra. Donc en fait, vous allez avantager les très grandes banques qui pourront compenser les opérations ou les très grandes entreprises qui pourront compenser leurs opérations de trésorerie. Ça a une catastrophe pour les petites entreprises, etc. C'est ça, si on a bien compris, les grands perdants, ce serait absurdité, ce truc. Les petites banques seraient perdantes, les commerçants seraient perdants, les ménages seraient perdants. Au total, on retrouvera 500 milliards d'euros sous forme d'une taxe, voilà, qui taxera en effet probablement beaucoup plus les petits commerçants, etc., que les grandes entreprises et les grandes banques. Thierry Herbreteau, sur ces 2%, on a parlé des salaires, on n'a pas parlé en effet de cette solution aux 500 milliards, cette taxe de 2%, qu'en pensez-vous? Ça fonctionne comme ça. Mais à nouveau, les idées sont toujours intéressantes à écouter, mais là, ça paraît trop simple. Je pense que c'est déplacer le sujet sur d'autres personnes qui vont se faire taxer. Donc, le sujet n'est pas là. Le sujet du pouvoir d'achat, c'est que le pouvoir d'achat qui doit continuer à augmenter retourne dans l'économie. C'est ça le vrai sujet. Pour vous, Thierry Herbreteau, le pouvoir d'achat, il est déjà là avec cette épargne qu'on a. Il suffit juste d'inciter le Français à la dépenser. Et c'est une question de confiance, c'est une question de redonner confiance aux Français dans leur pays, dans la consommation, dans l'avenir. On le voit bien avec la politique américaine, là, qu'on appelle la politique hélicoptère, là où on distribue de l'hélicoptère $1000 à chacun. Ils dépensent tout de suite. Nous, on peut distribuer $1000 à chacun, ils vont le mettre tout de suite, chacun va le mettre à la banque, épargné. Ça n'a pas le même effet. Donc, je pense que le sujet du pouvoir d'achat en France, c'est un peu plus compliqué, lié à des habitudes qui ont été prises, et une aversion certainement un peu au risque, une très grande prudence. C'est plus d'ordre culturel. François Heckel, est-ce qu'on a déjà essayé ça en France? On a déjà essayé une mesure de suppression. Est-ce qu'on a déjà proposé cette mesure? La taxe sur les transactions financières, elle existe déjà, parce que ça, c'est un vieux sujet. Ça existe au niveau européen. Cette idée, elle a déjà été avancée par des groupes de personnes de réflexion depuis déjà très longtemps, l'idée d'une taxe sur les transactions financières. Et donc, elle existe déjà en France. Il y a une taxe de 0,3% sur les achats d'actions, en fait, d'actions de grandes sociétés. Elle rapporte 1,5 milliard. Bon, on n'est pas à 500 milliards, hein. On est à 1,5 milliard, donc elle est extrêmement ciblée. En effet, elle doit être harmonisée au niveau européen pour en faire une taxe européenne qui rapportera pas beaucoup plus qu'1,5 milliard, peut-être 2 ou 3 milliards, parce qu'il s'agit elle est ciblée sur des transactions très 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 particulières. Arriver à trouver 500 milliards, c'est du délire total. Sur la suppression, alors donc là on parlait des 2%, sur la suppression des cotisations sociales, salariales et patronales, est-ce que quelqu'un a déjà émis cette idée? J'imagine que oui. Et pourquoi ça ne s'est jamais fait? Dites-nous. Ça s'est fait. Depuis déjà 30 ans en France, on a une politique en France, une politique qui consiste à avoir un SMIC relativement élevé. En pourcentage du salaire médian, il est le plus élevé, c'est le taux le plus élevé qu'on a dans l'Union européenne. Donc on sait déjà depuis 30 ans que si on augmente le SMIC, on augmente le coût du travail pour les entreprises et donc ça détruit des emplois. Et donc la solution qu'on a avancée, j'étais à Bercy il y a 30 ans quand on a commencé à faire ce genre de choses, c'est des allègements de cotisations sociales patronales. Donc on fait ça depuis 30 ans, on les augmente depuis 30 ans. Aujourd'hui, on les a augmentés à tel point qu'il n'y a plus de
cotisation patronale au niveau du SMIC, il n'y a plus de cotisation sociale au niveau du SMIC. Donc on est obligé de trouver autre chose. Donc aujourd'hui, maintenant, on développe la prime d'activité. Le problème, c'est que ces allègements de cotisation sociale, il faut les financer. Donc jusqu'à présent, on les a financés en augmentant d'autres impôts, en essayant tant bien que mal de réduire les dépenses publiques, mais ça, on y arrive beaucoup plus difficilement, et en augmentant le déficit public. Voilà ce qu'on fait depuis 30 ans. On peut pas, comme moi, je pense qu'on ne va pas pouvoir augmenter le déficit public et la dette indéfiniment. Et ben, ce genre de choses. Donc il n'y a pas de solution, François Heckel, c'est ce que vous nous dites? Non, cet allègement ou cette suppression des cotisations pour les entreprises, elle n'est pas possible. La solution, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire en matière d'allègement de cotisation patronale. La solution pour augmenter le pouvoir d'achat, malheureusement, c'est à la fois plus simple et plus difficile à comprendre, c'est que les entreprises fassent des gains de productivité par l'innovation, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est comme ça, le pouvoir d'achat, il se crée par les gains de productivité des entreprises. Il n'y a pas d'autre solution magique. C'est la seule façon de créer du pouvoir d'achat. Thierry Breton. Oui, tout à fait. C'est notamment le plan de relance qui est là pour moderniser l'industrie, la numériser, pour faire des choix sur des technologies du futur. C'est innover. L'innovation est au centre de la création de richesses et effectivement permet de créer de l'emploi, de diminuer les charges et d'être compétitif dans le monde. C'est le seul moteur pour la création et pas quelque chose qui paraît sortir d'une poche et dans une autre. Il faut arrêter ça, je pense qu'on est arrivé à la limite. C'est attaquer de front et je pense qu'il commence à y avoir des bonnes directions dans le plan de relance. Il faut aller encore plus fort. Il faut aller sur le long terme. C'est pas le moment pour les entreprises d'imaginer un choc fiscal à l'heure où elles vont se relever peut-être difficilement, où elles sont aidées pour l'instant, elles sont sous perfusion, au moment où elles ne le seront plus. Alors, choc fiscal au niveau des cotisations, des charges, c'est pas le moment? Si, tout à fait. On a à nouveau l'impôt de production est un premier élément. Tout est question de la comparaison par rapport aux autres pays. On n'est pas tout seul et il faut se comparer à d'autres pays, voir si on perd des richesses dans notre pays, si c'est parce que on a un coût du travail dans son ensemble qui est plus élevé que d'autres. Il n'y a pas de raison, on n'est pas moins intelligent, moins travailleur. C'est pas vrai tout ça. C'est un coût du travail. Et donc, si ce coût du travail est défavorable, eh bien, on a du mal à récupérer. Et les emplois ne sont pas créés comme ils devraient être créés, ou les industries vont ailleurs. Et ça, il faut l'arrêter. Mais c'est ce que dit Guillaume Pelletier, justement, c'est que le coût du travail est trop important en France. Donc, plutôt que de taxer le travail, il veut taxer l'argent. C'est ce qu'il a dit. On ne veut plus taxer le travail, on veut taxer l'argent. François Heckel. Non, mais quand il taxe l'argent, en réalité, il taxe le travail. Quand il va taxer le virement que va vous faire votre employeur pour vous verser votre salaire, il va taxer le travail. Une seule et même mesure, une seule et même taxe, pardon, donc ce n'est pas la solution selon vous. Un choc de fiscalité, une simplification. Non, il y a un vrai problème de coût du travail, c'est vrai, mais malheureusement, pour le régler en jouant sur les cotisations sociales, il faut pouvoir financer ces baisses de cotisations sociales ou les baisses d'impôts sur la production. Le seul moyen pertinent de le financer, c'est de réduire les dépenses publiques qui servent à rien. Il y en a beaucoup, mais c'est très compliqué. On a toujours eu beaucoup de mal à le faire, mais malheureusement, c'est la seule solution. Le reste, c'est des formules magiques qui ne permettront d'aller nulle part. En tant que chef d'entreprise, Thierry Breton, dites-nous. On parlait de productivité. Oui. La productivité des dépenses publiques est un vrai souci. Oui. Et la proportion de la richesse nationale qui est captée par les dépenses publiques est un des plus élevés d'Europe, ou même je ne sais pas d'où, très au-dessus des Allemands, par exemple. Et c'est là qu'est le sujet. Donc c'est d'abord là qu'il faut le travailler. C'est pas simple, oui, mais il faut s'y attaquer une fois pour toutes. Ce qui libérera des énergies, ce qui libérera des gains de productivité de l'ensemble du système. Mais on ne peut pas toujours dire qu'il y a une partie du système qui doit être un peu plus taxée et l'autre qui augmente et qui est en déficit en permanence. C'est pas possible. C'est l'ensemble du système qui contribue et l'ensemble des Français participent aux deux systèmes. En même temps d'ailleurs, parce qu'ils y participent en même temps dans leur retraite, ils y participent en même temps dans le financement de leur santé. C'est la même chose. C'est la même chose. Et puis François Heckel, comme le dit Thierry Breton, c'est un sujet aussi qui est européen. On ne peut pas faire ça juste nous, France, de notre côté, supprimer les cotisations, baisser le coût du travail. Il faut aussi penser européen.
Oui, il faut penser européen parce que le problème de son idée de taxe sur les transactions financières, c'est que si vous ne taxez les transactions financières en France, beaucoup d'opérations se feront dans d'autres pays européens, dans d'autres pays. Les entreprises s'arrangeront pour que toutes leurs opérations de trésorerie, alors malheureusement pas les petites, là encore, les petites elles pourront pas, mais les grandes entreprises, elles y échapperont à votre taxe. Elles iront faire toutes leurs opérations dans d'autres pays européens. Donc en effet, ça ne pourrait marcher que si c'était à l'échelle européenne, et encore, ça ne suffirait probablement pas. Non. Par contre, on commence à voir des choses intéressantes qui sont notamment sur la politique américaine, qui est en train de revoir les taux d'imposition et peut-être une harmonisation des taux d'imposition dans le monde. Là, c'est des sujets intéressants parce qu'autrement, chacun essaie d'avoir le système le plus attractif. Et on a des pays, notamment en Europe, qui ont des systèmes d'imposition très bas qui attirent les investissements, mais qui attirent les investissements qui ne profitent plus aux pays d'origine. L'Irlande ou d'autres pays, on le sait très bien. Donc c'est là peut-être qu'il y a aussi un effort à faire. Pour revenir sur le plan de relance, vous parliez de la baisse des impôts de production. Oui. Y a-t-il d'autres choses à faire urgemment pour les chefs d'entreprise en France ? Oui, je pense que les impôts de production, c'est une chose, mais de façon générale, il y a quand même des secteurs qui sont très ciblés en difficulté. Et ceux-là, il y a des filières qui sont soutenues. Mais de façon générale, c'est un petit peu je prêche pour ma paroisse, mais produire en France, absolument. Mais acheter français, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Or, on voit... Et qu'est-ce qui manque alors pour qu'on achète français ? C'est encore trop cher ? Quels sont les enjeux là-dessus ? Non, c'est pas que trop cher. Il faut bien sûr que ce soit qualité égale et dans des prix comparatifs. Mais si on prend les marchés publics à nouveau, le code des marchés publics. Dans le code des marchés publics, ce qui détermine le choix, c'est le moins-disant économique. Le prix le plus bas. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait d'autres critères. Qu'est-ce qui permet le prix le plus bas ? Des grosses sociétés étrangères qui ont un volume sur le monde entier. Et ça défavorise les sociétés françaises qui, ayant un accès moins dans leur marché national, vont avoir encore plus de mal à s'exporter. Et c'est un cercle qui est vicieux. Donc je pense qu'il faut se poser la question du made in peut-être même européen plutôt que français. Et de certaines mesures qui incitent cette industrie à avoir un marché intérieur qui est fort. C'est ce que font déjà les Américains, c'est ce que font les Allemands, c'est ce que font les Japonais, ce que font les Chinois, et pas nous. Il y a quelque chose. En plus, un énorme marché qui est le marché public. Donc là encore, il y a une façon de le faire de façon raisonnable, à coût égal, à sécurité égale du patient dans notre domaine, mais il faut quand même qu'il y ait des incitations. Chacun le fait. Merci à tous les deux pour vos éclairages. On termine cette émission par notre rubrique d'ici et d'ailleurs. C'est l'after. Plusieurs sujets nous intéressent ce soir. Un mot d'abord sur l'engagement des entreprises françaises dans la transition écologique. L'AFEP, l'Association française des entreprises privées, lance une plateforme Internet ce lundi qui expose les bonnes pratiques à l'œuvre dans l'industrie. Les entreprises ont depuis des mois maintenant développé des solutions pour tendre vers la neutralité carbone et ne tiennent pas à les garder pour elles. Cette espèce de cabinet des curiosités de la décarbonation vous semble-t-il être une bonne idée, Thierry Herbreteau ? C'est très bien. Oui. Je pense que la transition écologique, le combat contre la déréglementation climatique, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous d'ailleurs en tant que citoyens, avec plein de petits gestes, qui ne sont pas des petits gestes, qui sont des grands gestes. Et pour les entreprises, c'est pareil. Donc si on peut partager les initiatives, c'est très très bien, ça va stimuler l'ensemble. À quoi ça sert de les partager, de les mettre en avant ? Ça donne des idées. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des actions, sans en faire d'ailleurs une publicité ou un buzz. Il ne faut pas faire de greenwashing, attention, c'est ça ? Oui, absolument, absolument, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans les entreprises qui sont d'ailleurs portées de façon tout à fait volontaire par les employés, qui le font parce qu'ils y croient. Donc qu'on le fasse savoir sans un objectif de publicité ou de promotion, c'est très bien. S'il y a un dépositaire, un site internet qui permet de le diffuser, que chacun peut s'y pencher pour se dire « Ah bah tiens, ça me donne une idée moi aussi pour dans mon entreprise », très bien. Je trouve que c'est très bien. François Eckel, ce catalogue peut-il vraiment aider à engager peut-être d'autres structures justement dans la transition écologique ? Partager les expériences, c'est forcément une bonne chose. Il y a pas, on ne peut pas être con, c'est une très bonne idée. Moi, je dirais simplement que oui, la lutte contre le changement climatique, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis de manière générale, ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est très important. La difficulté, c'est qu'elle est difficile à mesurer, cette responsabilité. Et donc, il y a des
des labellisations qui se créent, mais en fait, comme il y a de multiples indicateurs possibles, c'est comme pour la dette, il y a de multiples définitions, c'est encore pire même, il y a de multiples définitions, de multiples indicateurs, parfois très qualitatifs, et donc parfois, on va attribuer à des entreprises, je dirais, dire qu'elles œuvrent bien pour l'environnement et d'autres mal, mais sur des critères qui ne seront pas toujours forcément très fondés. Donc il y a un gros problème méthodologique derrière qui n'a pas encore été totalement résolu pour arriver à dire des choses comparables, comme pour la dette. Thierry Breton, vous êtes d'accord avec ça? C'est difficile à calculer. Oui, nous-mêmes, on a un certain nombre d'initiatives et à chaque fois, effectivement, il y a différents types de façon de le comptabiliser, il y a des labels, Bicorp ou autres. Mais je crois que c'est pas pour ça qu'on le fait, on le fait parce qu'on y croit. Et c'est suffisant d'y croire, de le faire, d'être engagé. Après, les classements, je l'apprécie moins parce qu'on est tout de suite dans une espèce de concurrence à savoir qui fait le mieux. C'est d'abord y croire. Et quand on a des croyances internes et des valeurs d'entreprise, je peux vous dire que c'est très porteur, que c'est les équipes elles-mêmes qui le génèrent sur des petites, des grandes actions, qu'on n'a pas besoin d'en faire la publicité, qu'on le partage en termes d'expérience, très bien, il ne faut pas aller plus loin. On va partir sur un autre sujet complètement différent. Les Français totalement accros à leurs abonnements numériques. C'est ce que nous dévoile l'étude Submix de Bearing Point. En France, aujourd'hui, 35% des foyers détenteurs d'abonnements numériques en possèdent entre 3 et 5 et payent entre 39 et 85 euros par mois. Les plus populaires sont sans surprise ceux de streaming vidéo, évidemment. Comment expliquer ce passage du règne du gratuit ? Parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, les Français étaient réticents à payer de la musique, de la vidéo, de l'information, à l'explosion de ces plateformes payantes. Thierry Breton, si vous voulez commencer. C'est très pratique, c'est bien fait, c'est convivial, ça donne tout à porter. Certainement que ça a été exacerbé par la crise du Covid. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'à la réouverture des cinémas, des théâtres, les personnes vont y aller. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la culture c'est ça aussi, le cinéma c'est ça aussi. Maintenant, il y a une création, on parle notamment du streaming, de grandes plateformes, il y a de nombreuses, qui est très florissante aussi et qui est très positive pour l'ensemble du cinéma et de grande qualité. Donc il ne faut pas non plus être dogmatique et se dire il y a une partie qui est réservée à des choses de qualité et une autre qui n'est pas des choses de qualité. Je pense que c'est bien, c'est rentré dans l'air du temps. Comme on a un téléphone chacun de nous aujourd'hui avec des fonctionnalités qui sont utiles, là c'est pareil. Moi ça ne me choque pas. Ce qui me choquerait, c'est de faire que ça et de ne pas participer à l'ensemble du panorama, mais c'est une offre qui est supérieure et tant mieux. Oui, vous parlez du cinéma, vous parlez de la musique, vous parlez du théâtre. C'est ça aussi la culture, mais c'est ça, mais Netflix, etc., ça peut être Spotify, ça peut être ça aussi la culture. Oui, parce qu'on trouve des créations désormais de très bonne qualité sur ces plateformes. Ça dépend ce qu'on y cherche, de très bonne qualité, vraiment. J'ai moi-même vu des séries où je trouvais que c'est très bonne qualité. Il n'y a pas de raison de l'opposer à une bonne pièce de théâtre ou un bon film de cinéma. François Eckhall, qu'ont-elles réussi stratégiquement, ces plateformes ? Certes, la crise a aidé, mais elle ne peut pas expliquer cette explosion des plateformes de streaming non plus. L'explosion, elle est liée au fait, d'abord que le développement d'Internet, des moyens de communication, voilà, la 4G, la 5G, enfin voilà, donc techniquement c'est beaucoup plus facile, mais c'est surtout moins cher aussi. Et derrière, il y a le problème du modèle économique des médias, vous connaissez bien, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les Français s'abonnent par Internet à des journaux, parce que c'est moins cher que l'abonnement de papier, même si l'abonnement de papier, moi je trouve que le papier est plus facile à lire que... facile à lire que sur un écran d'ordinateur. Mais pour la préservation des forêts, c'est mieux aussi quand même, l'Internet. Mais ça pose un problème de modèle pour les médias, parce que cette gratuité ou cette semi-gratuité, il n'est pas sûr que ça leur permette de rémunérer leurs journalistes. Mais là, justement, cette étude montre ce paradoxe, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus envie de payer, justement, payer pour l'accès à l'information. Mais est-ce qu'on paye suffisamment pour rémunérer les journalistes ? C'est la question que vous essayez de Ça, soulever. j'en suis moins sûr. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. François Eckhall, je le rappelle, vous êtes président de FIPECO. Thierry Breton, président de l'ETI Peters Surgical. Merci beaucoup à tous les deux. Plaisir. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour un nouveau Late & Smart. Bonne soirée à tous sur Bismart.